Eh bien, l'origine des tomates à Salerne est très ancienne parce qu'on a déjà découvert en 1806 des carreaux qui provenaient de moustiers ou d'autres qui étaient jetés dans les rébus. Donc c'était une fabrication très très ancienne. Pourquoi? Parce qu'on a un sous-sol qui contient des carrières inépuisables qui contiennent beaucoup d'oxyde de fer et d'alcali. Et cette argile-là permet de vitrifier aux alentours de 900 degrés, ce qui est un très grand avantage vis-à-vis du grès, où il faut pousser la température à 1100 degrés. En principe, en 1914, on avait encore 54 usines qui produisaient 70 millions de pièces par an. C'était quelque chose d'énorme, mais seulement après la guerre, tout ça, en 1920, il y a eu une décadence, surtout en 1924, où on a subi une concurrence qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire les carreaux en grès, les granitos, le linoléum même, et on avait même peut-être pas encore la concurrence des Italiens ou des Espagnols, et encore moins des Chinois comme à l'heure actuelle, mais il y a eu un très gros marasme à cette époque-là. La masse, c'était un endroit où on stockait les pastorons. Les pastorons étaient bien sûr des boules de terre qui devaient faire à peu près 15 kilos pièces et qui séchaient uniquement au soleil. C'est pour ça qu'on était tributaire du temps à Salerne là, et que les usines fermaient toutes le 25 novembre, le jour de la Sainte Catherine. Toutes les usines fermaient, les ouvriers faisaient leur marché à la foire et on reprenait les activités que lorsque le temps le permet, c'est-à-dire au mois d'avril, mai. C'est pour ça que la masse avait un très grand avantage, c'est qu'on stockait toute l'argile qu'on avait fait l'été. Et alors là, les pastons étaient tous bloqués les uns contre les autres et ils pouvaient se conserver même pendant des années. Seulement sur le dessus, on mettait quelques sacs à jute là, qu'on mouillait un petit peu. Et puis, c'était la richesse des fabricants, parce que quand on disait, tiens, il a la masse pleine, c'était un truc de richesse, là. Il y avait un ballonnier, c'est-à-dire celui qui faisait les premières ébauches, qui faisait à peu près 80 mètres carrés de tomates par jour. Il y avait ensuite 2 sécheuses qui étaient à l'extérieur, qui englobaient ces carreaux. Englobe surtout qu'on prenait surtout de l'oxyde de fer. On mettait beaucoup d'oxyde de fer avec une argile beaucoup plus fine. Et elle était juste disposée dessus. C'est pour ça que, comme les fours étaient assez hauts, les carreaux qui étaient le plus éloignés du foyer étaient moins cuits. Mais en ayant cette engobe dessus, on aurait dit qu'ils étaient très rouges aussi. Donc alors, il y avait le malonnier, les sécheuses qui étaient 2, dans une petite usine comme ici, comme la plupart des usines à Salerne, 2 sécheuses, et ensuite il y avait 2 coupeuses. Les coupeuses, c'était des coupeuses à pied qui avaient été inventées par le grand-père Boutal. Le grand-père Boutal était à l'armée avec mon grand-père Émile, et quand ils ont été après 7 ans de service, ils ont dit, moi il a dit, je ne sais pas où aller, qu'est-ce que je vais faire? Alors mon grand-père il a dit, viens à Salerne, il y a les usines, c'est en plein essor, et tu pourras trouver du travail. Il était venu ici, il était très ingénieux, et c'est lui qui avait mis au point cette coupeuse à pédale comme ça. Donc alors, pour revenir au cycle, il y avait donc les malonniers,
les sécheuses, les coupeuses qui étaient deux. Alors, quand elles avaient coupé les carreaux, et qui étaient mis dans le plancher, je vous savez voir les photos, alors il fallait évidemment, comme on dit, faire le plancher, c'est-à-dire que les tomates, elles séchaient avec toujours un rébus dessus, pour pas qu'elles prennent la forme des assiettes. Alors, il y avait le rébus par-dessus, mais il fallait quand même les tourner et les taper, d'autres passer au velours, tout ça, comme on dit, et ça se faisait plus après, depuis bien longtemps. Hein. Mais les coupeuses avaient le truc de faire couper le carreau et faire le plancher. Et quand ce plancher était très sec, on stockait contre les murs, et c'est là que les ouvriers enfourneurs venaient les prendre pour enfourner. Ben, les séchages, ça dépendait beaucoup de choses, c'est pour ça que les usines, il y avait beaucoup de fenêtres d'un côté et de l'autre pour faire des courants d'air, et que les séchages se faisaient surtout au premier étage, pour prendre davantage de courant d'air. Alors pour faire un four, pour construire un four, il fallait à peu près 3 personnes pendant une semaine qui enfournaient ce four. Et le four contenait à peu près 2000 mètres carrés. 2000 mètres carrés, c'est pour ça qu'ensuite on est revenu à des fours beaucoup plus petits, où le risque était bien moins grand, hein, parce que quand il y avait une catastrophe dans un four, 2000 mètres carrés, hein, c'était quelque chose. Donc il fallait à peu près 8 jours à 3 personnes pour charger le four, comme on dit. Ben, nous, c'était surtout du four à bois. Alors les fours à bois, il fallait à peu près 25 tonnes de bois pour faire un four. À peu près on ferme. On ferme avec un truc plus ou moins hermétique qu'on appelait le sabot. Le sabot, on appelait ça le sabot. C'est une terre qui était presque assez propre, mais un peu réfractaire quand même, mélangée avec de l'eau, ça rendait tout ça étanche. Et alors ensuite, quand le four était cuit, on tapait avec des martelettes comme ça, et ça s'ébruitait tout de suite. Donc alors, on fermait les fours hermétiquement, quand on avait fini l'enfournement, et puis on attendait au moins 8 jours avant de pouvoir enlever une brique et tout ça de la porte pour éviter le choc thermique, parce qu'autrement, si on aurait ouvert tout de suite, les carreaux pétaient tous. Hein. Alors donc, on attendait au moins 8 jours, et puis progressivement, on enlevait les briques et tout ça, avant de pouvoir enfourner, de pouvoir défourner. Pour le défournement, on faisait attention comme il y avait 6 étages dans les fours, 6 étages de briques comme ça, on faisait attention de ne pas mélanger. Quand on enlevait un rang qu'on appelait une cise, on disait la plus basse c'était ici, la plus basse c'était en haut, le trou, le dessus du trou, les sous-chaînettes et les chaînettes, on appelait ça comme ça. Et alors, on défournait les tas, les basses et sous-basses, tout ça, pour éviter que les gens qui faisaient la recette ne trouvent pas trop d'écart de nuances. Il y avait quand même des écarts de nuances, mais enfin, c'était limité. Et puis les tomates qui étaient le plus près du foyer, elles étaient évidemment plus petites, parce que le retrait s'était fait davantage que celles qui étaient éloignées. Alors celles qui étaient éloignées, elles étaient foncées aussi, mais on faisait une autre catégorie. Alors il y avait le bas c'était A par exemple, le dessus c'était B, alors, et ensuite alors ça c'était les chiffres, et ensuite il y avait les nuances, 1, 2, 3, 4, alors on avait A2, B3, et on savait tout, parce que quand il y avait des entrepreneurs qui étaient habitués à prendre des carreaux, ils prenaient toujours cette même chose, cette même référence. Alors ce qui fait que c'était très suivi. On comparait avec des tomates qui étaient déjà cuites, avec celles qui... Alors il ne fallait pas toutes les regarder, hein, mais on prenait des demi-piles comme ça, de tomates. Alors ils en cassaient une,
Et puis comme elles étaient un peu coulées, comme on dit, parce que le feu les était un peu... Il fallait les séparer avec un petit couteau, comme ça, vite, vite, là. Ils étaient collés, mais légèrement. Parce que quand il y avait un truc qui arrivait dans les fours, une catastrophe, un manchon dans lequel la flamme était canalisée, quand ça cassait, tout autour c'était tout noir et on n'arrivait plus à décoller, c'était une masse. Et bien, il fallait 7 jours, 7 nuits. C'était un peu... Ça dépendait du temps. Oui. Il y avait des phénomènes qu'on ne s'explique pas parce qu'on sortait des repères, c'est-à-dire des montres qu'on tirait du four et qu'on comparait avec une précédente cuisson. Et quand on avait sorti ces montres-là, des fois on disait, tiens, au bout de 5 nuits et 5 jours de cuisson, on a dit, on est à un certain degré, on va faire cuire encore pendant 24 heures ou 48 heures. Mais on s'apercevait que des fois, en sortant des carreaux 24 heures après, que c'était moins cuit que les autres. Alors ça, moi j'avais sorti le truc où c'était à Paris, ils avaient dit, vous êtes des rigolos. Et pourtant, si vous mettez un poulet dans le four, quand il est cuit, vous allez pas continuer à le cuire et puis le sortir cru. Hein. Eh bien, on ne sait pas.